Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre maths complexe. C'est un wikibook. Alors on va aller dans propriétés et applications, gauche Jordan, les bases orthonormales. Alors là on va voir comment les choses se passent quand la matrice de passage est orthonormale. Alors là, la première chose que l'on va voir, c'est à quoi on fait référence quand on parle d'une matrice orthonormale. Bon, ben celui-là, on va le partir. Alors, c'est une matrice qui peut être carrée ou pas, qui peut avoir n'importe quelle taille. Par contre, tous ces vecteurs colonnes, par exemple ici on a une matrice U qui est formée de 3 vecteurs colonnes, U1, U2, U3, pardon, U0, U1, U2. Quand on prend la norme du vecteur U0, c'est 1. Quand on prend la norme du vecteur U1, c'est 1. Et quand on prend la norme du vecteur U2, c'est 1 aussi. D'accord ? La norme, c'est représenté ici. D'accord ? Et quand on prend le produit scalaire des vecteurs 2 à 2, avec la particularité que le coefficient ici n'est jamais identique, on a donc 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 2, 0 et 2, 1, et bien le produit scalaire est toujours nul. Ça veut dire que tous les vecteurs colonnes que l'on voit ici sont orthogonaux 2 à 2. D'accord ? U0 est orthogonal à U1, U0 est orthogonal à U2, U1 il est orthogonal à U2. Voilà. Donc voilà, c'est la particularité. Voilà, on en a plusieurs. Là, notre matrice est carrée. J'en ai pris 3, mais j'aurais pu prendre une matrice qui n'est pas carrée. Donc ça c'est bon. Alors là c'est un peu complexe parce que je n'ai pas l'habitude d'utiliser les tableaux. Et là comme j'ai appris à me servir des tableaux, et bien là j'ai fait. Donc ici je déclare un tableau qui s'appelle U. Et comme RCQ il a 3, donc ça veut dire qu'il aura 3 vecteurs, c'est les 3 vecteurs que vous avez vus, il y a U0, U1 et U2. Alors là, c'est pas comme pour les matrices où il y a tous les chiffres commencent à 1, là c'est les tableaux en langage C, donc le premier élément c'est l'élément 0, alors que dans mes matrices, le premier élément c'est 1, c'est parce que c'est moi qui l'ai construit, d'accord ? Là c'est un tableau langage C, alors que mes matrices ici, la création de matrice, ici ma matrice commence par 1. Mais c'est parce que c'est moi qui l'ai construite et c'est moi qui ai décidé que le premier élément ça serait 1, la première ligne et la première colonne ça serait 1. Donc là c'est le langage C, donc c'est des tableaux. Alors première chose à faire, c'est que l'intérêt de mettre des tableaux, c'est que comme j'en voulais 3, je peux faire une boucle. Donc ici, au départ, c'est U0 que l'on initialise normalement. Et ensuite, on copie U0. Voilà, on copie U0. On copie la valeur qui se trouve dans la matrice orthonormale, c'est là que on la fabrique, d'accord ? On fabrique une matrice Q qui est orthonormale grâce à cette fonction, R pour random, Q parce que orthonormale en règle générale c'est Q, grand Q, et quand c'est orthogonal c'est petit q, et grand Q c'est orthonormal, d'accord ? Donc là on crée une matrice orthonormale et on récupère les colonnes de cette matrice. On le met dans U et notre vecteur est désormais U. Le Q, on ne s'en sert plus. D'accord ? Donc, ici, on copie. Là, je ne sais plus quelle lettre c'était. Ça doit être C. Voilà. Donc, ici, C au début, c'est 0, puis 1, puis 2. Donc, on initialise nos 3 vecteurs ici. D'accord ? Et on copie
le Q que l'on a construit ici, la matrice orthonormale qu'on a construite ici, on l'introduit dans le U. D'accord? Parce qu'on veut travailler sur des vecteurs et pas sur une matrice. Par contre, je ne suis pas capable de fabriquer des vecteurs orthonormaux. Je suis obligé de fabriquer une matrice et ensuite je récupère les vecteurs colonnes qui m'intéressent. Si j'en veux un, si j'en veux deux, si j'en veux trois, et voilà. Donc là, comme on travaille toujours avec des tableaux, c'est ce qui est intéressant. Donc pour afficher les tableaux, je fais une boucle for. Alors au début, on décile 0, puis 1, puis 1, puis 2. Voilà, puisqu'il y en a 3. Voilà. Donc là, l'intérêt de l'utilisation de tableaux, c'est ça, c'est qu'on fait des boucles pour afficher 3 matrices. Sinon, j'aurais dû faire, si ce n'était pas des tableaux, j'aurais dû faire 3 fois ce code. Ensuite, ici, bon, on calcule la norme de U. Là, encore une fois, c'est une boucle. Ça permet en une seule phrase, de résoudre les trois trucs. Et ici, c'est encore 2 boucles for, cette fois-ci, pour faire ce petit code. Donc, on va le voir. Donc là, c'est la boucle qui permet d'afficher... Oh, trop petit. C'est la boucle ici, hein, qui permet d'afficher... non, ça c'est la boucle qui construit les U. La boucle qui permet d'afficher ce que je viens de vous montrer, elle est ici. Donc cette boucle-là, elle fait ça, U0, U1, U2. Ensuite, il y a une nouvelle boucle. Cette boucle-là, elle affiche les normes. Donc voilà, les 3 normes. J'aurais dû écrire 3 fois le code pour afficher là. Et là, grâce à l'utilisation des tableaux, je ne fais qu'une seule ligne et j'introduis une boucle for qui répète 3 fois et qui permet de visualiser ces 3 trucs. Là, on calcule vraiment la norme de chacun. Alors au début, c'est U0, puis U1, puis U2. Voilà. Et là, c'est la boucle for. C'est la boucle for qui fait ça. D'accord? Alors, il faut réfléchir un peu parce que ici, il ne faut pas mettre 0, 0. Là, on calcule le produit scalaire de U0 par U1. Mais il ne faut pas faire apparaître U0, 0 parce qu'U0, 0, il est là. Donc, faites votre boucle comme vous voulez et il ne faut pas que il y ait 2 fois les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait 0, 0 ou 1, 1 ou 2, 2. Donc vous faites la boucle et quand vous calculez les produits scalaires, ici c'est le dot product. Hein. Le dot product, c'est comme ça qu'on appelle point parce que souvent on le présente par un point, donc ça s'appelle un dot. Voilà. Et donc on calcule UC par UC2. Et UC2 et UC, c'est une fois 0, une fois 1, une fois 2. Mais il faut faire une boucle, il faut se débrouiller pour que la boucle ne fasse apparaître que les trucs. Ben, c'est facile, hein. Vous vérifiez, si C est égal à C2, ben vous affichez pas. C'est tout simple. Si C est égal à C2, c'est-à-dire qu'ici on aurait 0 et 0, donc on obtiendrait 1. Ça ne serait pas une suite de 0. Donc, je fais ma boucle qui parcourt tous les 3 matrices, les 3 vecteurs. Et quand C est égal à C2, c'est-à-dire quand les coefficients ici sont égaux, eh ben on n'affiche pas, tout simplement. C'est comme ça que je contrôle le truc. Alors, ensuite, eh ben ici, c'est la boucle for qui détruit tout le tableau. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc vous avez vu une matrice orthonormale. C'est une matrice qui est formée de 3 vecteurs, pas 4. Non, je rigole, elle peut avoir n'importe quelle taille. De 3 vecteurs
quand on prend la norme de chacun de ces vecteurs, elle est égale à 1. Et quand on prend le produit scalaire de chacun de ces vecteurs, à condition que ça ne soit pas le même coefficient, c'est nul. Ça veut dire que tous les vecteurs sont orthogonaux l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on dit que c'est une matrice orthonormale. Ortho parce qu'elles sont perpendiculaires et normales parce que le produit scalaire il est égal à 1. Donc là on a vu ce que c'était qu'une matrice orthonormale. Alors maintenant on va calculer x dans la base orthonormale B. C'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, hein. On a x et on veut le calculer, on a x dans la base B et on veut calculer dans la base standard, ou on a x dans la base standard et on veut calculer dans la base B. Et là il y a un petit truc particulier, si la matrice B de passage est orthonormale. Donc voilà, c'est un petit truc. Je pense pas que ça me serve à grand chose, mais comme c'est dans le cours, et ben on le fait. Hein. Je cherche pas à comprendre. Donc alors là, on a notre base B. Vous voyez les vidéos précédentes, c'est la matrice de changement de base, d'accord ? Sa particularité est qu'elle est orthonormale, c'est-à-dire que tous ces vecteurs-là, si on les multiplie, celui-là par celui-là, on obtient 0, celui-là par celui-là, on obtient 0, celui-là par celui-là, on obtient 0. Et si on prend la norme de chacun de ces vecteurs, quand je parle des vecteurs, c'est une colonne, et bien on obtient 1. Donc, on prend l'inverse. Vous vous rappelez, hein, on a besoin de l'inverse pour calculer le changement de base. D'accord ? Et l'inverse d'une matrice orthonormale, c'est tout simplement son conjugué transposé. Son conjugué transposé. Alors, ici, on a 0, on va juste plus, et là, on a plus et moins. C'est parce que c'est le conjugué transposé. Et là, on a plus et moins, comme c'est le transposé, il se trouve ici, plus et plus. Alors, le conjugué transposé, oui, c'est normal. C'est juste cette partie-là, la partie imaginaire qui change de signe. D'accord ? Et cette valeur-là se retrouve ici, mais en conjugué transposé. C'est-à-dire que plus, ici, se transforme en moins. Donc voilà, donc là, c'est la matrice B, son inverse qui est juste c'est là l'avantage, puisqu'il n'y a pas besoin de le calculer, il suffit d'en prendre le transposé. Calculer par exemple l'inverse d'une matrice 3,3 de cette forme-là, je crois qu'à la main, ça prendrait plusieurs années. Enfin, pour moi, ça risquerait de prendre plusieurs années. Alors que si je sais qu'elle est orthonormale, ben, j'en prends juste la transposée et conjuguée. Transposé conjugué, et je l'ai en quelques secondes. Donc là, on a notre vecteur x en base standard. Comme on le veut en base B, il suffit de multiplier par l'inverse de B le x en base standard pour avoir ça. Si vous ne comprenez pas ce travail, regardez les vidéos précédentes, c'est là où j'explique. Donc là, carotte et carotte. D'accord ? Et je ne sais pas si on va faire l'autre. On va faire dans l'autre sens, je n'en suis pas sûr. Donc là, on a x en base standard. Là, c'est le A. Donc ça, c'est le calcul pour changer de base. C'est-à-dire que là, on a x en base standard et je l'ai transformé en x en base B. D'accord ? Donc ça, c'est la manière que l'on a vu précédemment. Maintenant, on va voir la manière que permet si la matrice de changement de base est orthonormale. Voilà. Donc c'est le même travail, mais comme la matrice est orthonormale, au lieu de faire cette multiplication par x, eh ben, pour obtenir le même résultat, on va faire le produit scalaire de la première colonne, enfin la colonne 0, là encore j'ai fait une erreur, j'ai mis 1 alors que c'est le tableau.
je me base toujours sur le fait que moi ça commence à 1, mais là ce sont des tableaux, donc je vais quand même le changer. Je vais quand même le changer. Voilà, c'est 0. Ce sont des tableaux, ce n'est pas des matrices. Et donc c'est des tableaux colonnes. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Non. Voilà. Voilà, donc là c'est la colonne 0. Hein. C'est la colonne 0. Là, je ne sais pas si c'est pas là, si c'est pas la matrice. Et non, c'était bon, c'était 1, puisque c'était la matrice. C'est pas les tableaux. Les tableaux, c'était dans notre exercice. Oui, les tableaux, c'était dans notre exercice. Ah, c'est dommage. Donc là, c'était bon. C'était la colonne 1, parce qu'on est dans mon travail, et la première colonne s'appelle la colonne 1, donc je n'avais pas fait d'erreur. Ce n'est pas grave. J'ai fait l'erreur ici, par contre, donc de toute manière, je suis nul. Donc, comme ça, on a le même. Alors, normalement, ça, c'est la colonne 0. Hein. Normalement, c'est la colonne 1. Bon, on va dire que c'est la colonne 0, exceptionnellement. Et quand on le multiplie par x, c'est-à-dire ce truc-là, hein, on fait le produit scalaire de la colonne 0 et de ce truc, on obtient directement la valeur de x en base b. Pour avoir la deuxième valeur de x en base b, on prend le produit scalaire de la première colonne, donc ça sera celle-là, hein, puisque j'ai fait l'erreur, ben tant pis, hein, ça sera celle-là, multiplié par x, on prend la première colonne, on prend le produit scalaire avec x, et on a directement les coefficients de b. Et ensuite, pour avoir le troisième coefficient, on prend, en plus ça, c'est la première colonne, ça, c'est la deuxième colonne, puisqu'on travaille avec des complexes. Et ça, c'est la troisième colonne. Donc là, on prend la troisième colonne qui est la deuxième. Donc c'est la deuxième colonne, puisque j'ai marqué ici 2. Donc c'est la deuxième colonne dont on prend le produit scalaire avec x. Et on obtient directement. Vous voyez, c'est propre. Hein. Hop. Ici, pour faire ce travail, je suis obligé de multiplier l'inverse de b par x et j'obtiens les coordonnées de x en base b. J'ai les coordonnées de x en base standard, je les veux en base b, je prends l'inverse de b, hein, qui est la matrice de passage, et je multiplie par x et j'obtiens ça. D'accord? Ça, c'est la méthode que l'on utilise dans tous les cas. Par contre, ici, comme notre matrice est orthonormale, eh bien, au lieu de faire la multiplication par l'inverse, je peux utiliser le produit scalaire. D'accord? Je prends la colonne 0, c'est celle-ci, je la multiplie par x, qui est la coordonnée de x en base standard, et j'obtiens le premier coefficient. Je prends la deuxième colonne de b, qui est une matrice orthonormale, je la multiplie par x, qui est x en base standard, et j'obtiens la deuxième coordonnée de x en base b. Ensuite, je prends la troisième colonne, la deuxième colonne de b, c'est celle-ci. Si vous arrivez à vous en sortir, vous êtes plus fort que moi, parce que moi je commence à couler. Donc c'est la deuxième colonne de b, oh, c'est la deuxième colonne de b, je sais que je compte bien. C'est la deuxième colonne de b, c'est marqué ici, hein, 0, 1, donc là c'est 2 obligatoirement. Donc c'est la deuxième colonne de b qu'on multiplie par x, qui est la valeur de x en base standard, et on obtient directement la troisième coordonnée de x en base b. Voyez. Donc il y a deux manières, quand on travaille uniquement avec des matrices orthonormales, soit on fait ce calcul que l'on a vu précédemment et qui consiste simplement à multiplier par l'inverse de b, l'inverse de la matrice de passage, par x en mode standard, x en base standard, pour obtenir x en base b, donc ça, on ne cherche pas à comprendre. Si c'est une matrice orthonormale, eh bien, on peut utiliser le produit scalaire pour faire la même chose. Alors, je ne sais pas si c'est avantageux, mais enfin, c'est ça. Voilà. C'est le principe. On va en faire plusieurs. Donc là, matrice orthonormale,
On prend l'inverse, qui est naturellement juste sa conjuguée transposée. On a x en base standard, on le veut en base B, donc on multiplie x en base standard par l'inverse de la matrice de passage, qui est la matrice B, ou on peut utiliser le produit scalaire. On multiplie la colonne 0 par x, la colonne 1 par x, la colonne 2 par x, et à chaque produit scalaire, on découvre un des coefficients du vecteur en base B. On arrive à s'en sortir. Voilà. Voilà. Donc, c'est bon. Alors la première chose que l'on a vue, c'est la présentation des matrices orthonormales, à quoi ça ressemble et pourquoi elles sont orthonormales. Elles sont orthonormales parce qu'elles sont ortho, parce que si on multiplie, si on applique le produit scalaire sur les vecteurs 2 à 2, on obtient 0, puisque les vecteurs sont orthogonaux. Et si on en prend la norme, les vecteurs sont égaux à 1. Donc c'est pour ça qu'ils sont normales, orthonormales. Là, on a vu calculer la matrice de... Oh non, on a vu calculer x dans la base orthonormale. Donc on connaît x en mode standard. On a vu comment obtenir x en base B, deux méthodes. Donc une méthode qui n'est applicable que quand la matrice B est orthonormale. Ensuite, là, on va voir calculer la projection de x sur Rn. Alors là, ça, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah, j'aurais pas dû le faire. Bon. Alors ça, c'est si vous êtes bon, ou bien si vous avez regardé dans le livre, c'est la formule qui permet de calculer le projeté de x, le projeté de x sur une... On a un vecteur x et on veut le projeter dans R4. Voilà, d'accord. Et bien ça, c'est la formule qui le fait. D'accord. C'est une formule qui est générale. Je crois qu'on l'a vu ailleurs, mais voilà, c'est la formule qui est truc. Donc A, on a une particularité que A est une matrice orthonormale. Ça veut dire que les colonnes 1 et 2 sont orthogonales entre elles, c'est-à-dire que si on les multiplie, on obtient 0, et elles sont normalisées, donc la norme de chacune de ces colonnes est égale à 1. Donc là, on a une matrice A de 4 lignes et de 2 colonnes qui est orthonormale. D'accord ? Alors là, on a x qui est un vecteur quelconque et on veut le projeter en utilisant A sur R4. Alors, on appelait tout simplement la formule, hein, que j'aurais pu récupérer ici, cette formule-là. Ah ben ça c'est bien. Comme ça là, on est tous d'accord. Ah ben c'est pas de chance. Ah ça c'est pas de chance du tout. Tout à refaire. Alors là, je récupère la formule pour savoir faire les calculs. Bon ben, on va prendre toute la formule en entier. Voilà. Alors là, on va la mettre ici, comme ça on pourra la récupérer. Donc, on a une matrice orthonormale, d'accord, qui va nous permettre de faire une projection sur R4. Ah non, non, c'est même pas ça. C'est trouver une matrice qui va faire le travail. Eh oui, ce qu'on veut, c'est calculer cette matrice qui va nous permettre que quand on la connaîtra,
en la multipliant par x, on va pouvoir projeter x. Donc nous, pour l'instant, on ne la connaît pas. D'accord? On a juste une matrice orthonormale. Il faut trouver la matrice qui va projeter. Voilà. Donc là, on a notre matrice orthonormale. Là, on a notre x, donc les deux informations dont on a besoin. Alors, pour calculer cette matrice qui va projeter x sur R4, il faut effectuer cette opération. D'accord? Il faut trouver cette opération. Donc, on va commencer par calculer le conjugué transposé. C'est celui-là, le conjugué transposé. Et on va le multiplier par A. C'est ici qu'on a multiplié le conjugué transposé par A. Et naturellement, comme les matrices sont orthonormales, on obtient la matrice identité. Donc ici, on a la matrice identité. Ensuite, il faut en prendre l'inverse. Quelle est l'inverse de la matrice identité? Eh bien, c'est la matrice identité. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Si je réécris ici la projection, j'obtiens ici la matrice identité. C'est la matrice que j'obtiens ici. Hein. Même celle que je prends l'inverse aussi, on obtient donc la matrice identité. D'accord? Ça uniquement parce qu'on a une matrice A qui est orthonormale. Donc là, je supprime cette partie-là, puisque la matrice identité c'est égal à 1, donc on peut le supprimer. Et donc, quand la matrice n'est pas orthonormale, il faut utiliser cette formule. Et quand la matrice est orthonormale, on peut se contenter de calculer là. Donc vous voyez un petit peu, si vous avez une matrice qui n'est pas orthonormale, vous devez calculer la transposée, la multiplier par A, en prendre l'inverse, ensuite multiplier cette inverse par la transposée, et ensuite la multiplier par A. D'accord? Vous voyez le nombre d'opérations. Alors que si la matrice A est orthonormale, ben vous prenez A, vous multipliez par sa transposée et vous obtenez directement le résultat. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des matrices orthonormales pour faire le même travail. Faites ça à la main et faites ça à la main. Comprenez que tout de suite, vous allez aimer beaucoup les matrices orthonormales. Donc là, on a notre matrice orthonormale, elle est égale à la matrice identité, c'est normal puisque elles sont, comment ça s'appelle, orthonormales. Hein. L'inverse est égal à la transposée, donc on obtient un truc. Ici, l'inverse de la matrice identité, c'est la matrice identité. Ensuite, on multiplie l'inverse, même si on n'a pas besoin de le faire, mais du point de vue du langage C, on est obligé de le faire puisque on veut calculer cette formule. Donc on fait ce calcul-là, c'est-à-dire l'inverse de AT multiplié par A. Comme AT, l'inverse de ATA, c'est la matrice identité, on retrouve cette valeur-là, qui est tout simplement AT de cette partie-là. D'accord? Puisque ça, c'est égal à 1. On a vu ici, hein, c'est égal à 1 parce qu'ici on a la matrice identité. Donc ensuite, donc là on a fait cette partie-là. Maintenant on va multiplier par A. On va multiplier par A et on obtient cette matrice-là. Et c'est cette matrice-là, voilà, cette matrice-là que l'on va appeler V. Ben, comment je fais ? Voilà. Cette matrice-là, on va l'appeler V. Voilà. Pour simplifier. Hein. Voilà. Voilà. Et V, c'est donc la matrice que l'on a obtenue par ce calcul. D'accord? Donc par ce calcul, en faisant l'inverse, ça c'est la formule générique pour toutes les matrices. Par contre, quand elle est orthonormale, il y a la réduction par ce travail. Et on va voir si on obtient le même résultat. Donc, où on en est? Ça, c'est donc la matrice V. On va donc multiplier V par X, c'est-à-dire qu'on va multiplier tout ce truc-là, puisque c'est V, par X. Et donc là, on a le X qui est projeté par je ne sais pas quoi. Hein.
sur R4. C'est X est projeté sur R4. Ça pour le truc, je n'utilise peut-être pas les beaux mots, hein, c'est pas grave. Et là, donc là, c'est le calcul que l'on a fait pour X en utilisant cette formule-là, c'est-à-dire V, hein, le V que l'on a obtenu ici. C'est le V que l'on a obtenu ici. Hein. Et là, on s'aperçoit que quand on calcule AT, c'est-à-dire AT, directement, on obtient la même valeur, on obtient le V, la même valeur du V. D'accord ? Et donc, naturellement, comme on obtient la même valeur du V, eh bien, faire tout ce calcul pour obtenir X, on peut faire le même résultat avec juste cette multiplication. Au lieu de faire une multiplication, une inverse, 3 opérations, une nouvelle multiplication, ça fait 4 opérations, plus une cinquième, ça fait 5 opérations, et 6 avec le X, là on a une multiplication et 2 multiplications. 6 opérations dans un cas et 2 dans l'autre. Et tout ça parce que l'on a une matrice orthonormale. Donc on va en refaire. Donc là on a une matrice orthonormale, d'accord ? Là on a choisi un X truc. On veut trouver la matrice qui va transformer petit x, le projeter sur R4. On veut le projeter sur R4. Voilà. Et cette projection se fait grâce à cette matrice. C'est comme ça qu'on projette. Je sais pas pourquoi. Je l'ai su il y a très longtemps. Là, j'ai oublié. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, alors j'ai oublié. Donc là, on fait le calcul qui consiste à faire ce truc-là, étape par étape. Hein, Là, on se retrouve avec AT, toujours matrice identité. Hein, on trouve là, ici, matrice identité. Quand on en prend l'inverse, c'est toujours la matrice identité. Donc, on multiplie ici par AT, hein, ici par AT. Ensuite, on multiplie ici le résultat par A. Voilà. Donc là, on a fait toute l'opération. On obtient V. D'accord ? Et ce V-là, cette valeur-là, ou ce V-là, on le multiplie par X et on obtient la valeur que l'on souhaite pour X, le projeté de X. D'accord ? Et si la matrice est orthonormale, c'est-à-dire que, elle est orthonormale tout simplement, et ce que l'on peut faire, au lieu de faire tout ce calcul-là, hein, on fait juste A multiplié par sa transposée conjuguée et l'on obtient X de la même manière. On obtient le projeté de X de la même manière. D'accord ? Donc ça, c'est compliqué. Bon, on va fermer, on va passer au suivant. C'est compliqué parce qu'on ne le voit pas. On ne peut pas le visualiser, surtout quand on ne sait pas de quoi on parle. Donc là, on va voir les matrices orthonormales conservent les longueurs. C'est-à-dire qu'on peut multiplier par une matrice orthonormale deux vecteurs. On va voir que leurs normes ne changent pas. Donc là, on a une matrice orthonormale, elle est carrée, mais elle pourrait être rectangle. On va multiplier U par cette matrice, et quand on va calculer la norme de QU et la norme de U tout seul, on va avoir les mêmes résultats. Donc multiplier une matrice orthonormale par U, c'est comme si on ne faisait rien. Donc on peut directement calculer la norme. Là, on peut en faire plusieurs. On va reprendre. Donc on a une matrice orthonormale. Il faut qu'elle soit orthonormale. On a un vecteur U qui est U. On multiplie Q, la matrice orthonormale, par U. On calcule la norme. On obtient une valeur. C'est la même valeur que si on calculait la norme de U sans multiplier par Q. Vous voyez, c'est la même valeur.
Donc ça c'est bon. Donc ça, le fait d'avoir une matrice orthonormale, ben, si jamais vous la multipliez par un vecteur, eh ben, vous n'êtes pas obligé de le faire, puisque en fin de compte vous obtiendrez la même norme, si vous avez besoin. Alors les matrices orthonormales conservent les angles. C'est un peu bizarre, mais oh là, non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout. On n'a même pas vu le code. Bon, tant pis. Comme il est long, bon, on le verra éventuellement dans une autre truc. Là, on voit juste les applications. Donc là, on a U. Pour avoir les angles, il faut deux vecteurs. Donc on a U et V. D'accord ? Et on va calculer le cosinus de alpha. On se rappelle que cosinus de alpha, c'est le produit scalaire sur la norme. D'accord ? Le produit scalaire sur la norme. Et on obtient cette valeur-là. D'accord ? Et donc là, on a une matrice orthonormale. On multiplie U et Q par Q. On multiplie U et V par Q. Et on obtient cette valeur-là, qui est la même que l'autre. Voilà. On obtient dans les deux cas les mêmes valeurs. D'accord ? Alors, ça veut dire que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les matrices orthonormales conservent les angles. C'est-à-dire que si on multiplie une matrice, si on multiplie des vecteurs par une matrice orthonormale, eh bien, les angles que font ces deux vecteurs n'est pas modifié. Ça conserve les angles. Voilà. Là, on a deux vecteurs. On a un certain angle entre ces deux vecteurs. Si maintenant on multiplie U par Q, on multiplie V par Q, et bien, donc plutôt QU et QV, on conserve le même truc. Voilà, donc là on a Q, à condition bien entendu que Q soit une matrice orthonormale. Voilà. Donc là on a multiplié Q par U, on a multiplié Q par V, on a calculé l'angle et on obtient dans les deux cas la même valeur. Voilà. Donc il conserve l'angle. Là, me dire cosinus de alpha est égal à ce nombre-là, eh bien, je ne sais pas bien qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Mais c'est pas grave. Nous, on fait juste le langage C. Après, les parties mathématiques, eh bien, c'est aux mathématiciens. Ah, voilà, donc si Q est une matrice orthonormale, alors QV, ça on l'a vu un peu plus haut, mais là on le voit, on l'a vu juste au-dessus, hein, dans le cas de, comment ça s'appelle, du cosinus, mais là on le voit tout seul, sans le cosinus. Donc là, on a une matrice orthonormale, on multiplie Q par U et Q par V, ici, Q par U et Q par V, et on calcule le produit scalaire, on obtient ça. Par contre, si on calcule le produit scalaire directement sans passer par Q et U, eh ben, on obtient le même résultat. Voilà. Donc, ben, c'est un truc amusant parce que c'est dans le monde complexe. Et donc, c'était intéressant de savoir si on a les mêmes résultats qu'en nombre réel. Il y a les bases orthonormales en mode réel dans le livre Maths Matrice. Et là, on l'a fait en mode complexe. D'accord ? Donc, on a vu les bases orthonormales, calculer x dans une base orthonormale, b. D'accord ? On a vu qu'il y avait une petite manière différente de faire. Calculer les projections de x sur Rn.
On a vu aussi qu'il y avait une réduction de calcul grâce à la matrice orthonormale. Alors on a vu que les matrices orthonormales gardaient leur longueur. Elles ne modifient pas si on multiplie par une matrice orthonormale des vecteurs, ils conservent la même norme. Si on multiplie des vecteurs par une matrice orthonormale, ils conservent le même angle. Et finalement, si on multiplie deux vecteurs u et v par une matrice orthonormale, ils conservent le produit scalaire. Voilà. Donc là, on a tout vu. Bon, vous n'avez pas vu le code, mais de toute manière, il n'est pas beau, donc il vaut mieux pas le regarder. Bon, ben merci.